Donc nous avons rendez-vous aujourd'hui pour partager des histoires. Et je vais vous partager une première histoire, qui est une histoire qu'un enseignant de la tradition cherokee, qui s'appelle Aigle Bleu, raconte. Il l'a reçu de la lignée, on va parler de lignée, et voilà, tel qu'il la partage, il raconte cela. Il raconte que des siècles après que les Espagnols arrivent en Amérique, les Mayas et d'autres ont voyé ce qui se passait. De quelle manière, je ne sais pas trop, mais ils sentaient qu'il se passait. Et en fait, ces Mayas-là ont envoyé des coureurs en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et les coureurs sont partis en spirale, et pendant 4 ans, ils ont couru en spirale, les coureurs au nord, les coureurs au sud, pour contacter toutes les tribus, toutes les traditions. Dans la cordillère des Andes, dans les grandes plaines du Canada, tout au sud. Ils ont rencontré tout le monde et ils ont donné un rendez-vous. Pendant 4 ans, ils ont rencontré tout le monde et ils ont donné rendez-vous à un lieu qui serait certainement dans ce qu'on appelle maintenant le Nouveau-Mexique. Et des représentants de tous les peuples, de toutes les tribus, des continents entiers, ont envoyé donc un émissaire, un représentant, quelqu'un de sage, quelqu'un ou le chaman, le guérisseur, la sage-femme, etc. Quelqu'un qui venait à cet endroit-là pour partager en fait et discuter ensemble de ce que certains d'entre eux voyaient. Et ils sont réunis et ils ont passé à nouveau 4 ans ensemble à partager les informations, les visions, etc. Et ils étaient tous d'accord en fait sur ce fait-là. C'est que oui, on voit arriver dans le futur un peuple qui va venir de l'Est, qui a 2 possibilités. Ce peuple vient et on partage, et il y a quelque chose qui s'enrichit de la rencontre. Il y a une autre possibilité, que ce peuple-là vient et il y a le danger, un danger de destruction. Et vous voyez bien que potentiellement, ce danger de destruction pouvait vraiment arriver. Donc ils ont réfléchi pendant ces 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour préserver la connaissance, pour empêcher que cette destruction potentielle n'éradique pas un trésor précieux pour tout le monde. Pendant 4 ans, ils réfléchissent à leur manière dans la connaissance silencieuse. Et ils ont établi ceci, ils se sont dit, cette connaissance que tout le monde partage, on va la rendre secrète. Et en quelques générations, au départ c'était quelque chose qui est partagé par tout le monde, après avec chacun sa spécificité, effectivement les connaisseurs, certains ont un talent pour la productivité plus marqué que d'autres, mais la connaissance est partagée par tous. Et là en fait, à partir de ce moment-là, elle devient secrète et on l'enseigne par exemple de parents à enfants sur une lignée, ou de maître à apprenti sur une lignée, et en l'espace de quelques générations, il y a toute une partie de la connaissance qui devient secrète en fait. Très vite, ça fait. Et ils se sont mis d'accord, ils ont partagé une vision, une cérémonie, des choses comme ça. Ils se sont mis d'accord, on s'est dit, on reste en secret, et ensuite on attendra 2 signes. Le premier signe, c'est quand les enfants de ce peuple qui arrivera de l'Est, qui voudra vivre comme nous, ce sera le signe que nous pouvons à nouveau sortir au grand jour et dire nous sommes vivants, notre culture est vivante, notre connaissance est vivante. Et le deuxième signe que nous attendons, ce sera le jour où l'aigle marchera sur la lune. Ce sera le moment où nous voyagerons et nous irons à la rencontre de tous les peuples de la Terre pour partager notre connaissance. L'aigle marchera sur la lune. Ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, mais le signe est fort, en tout cas, ils sont sûrs de ça, c'est quand l'aigle marchera sur la lune. Ok. Et voilà, et 4 ans après, chacun repart. Et donc ça devient secret. Il se passe ce qui se passe. Les Espagnols arrivent, et il se passe ce qui se passe avec les Espagnols. Je sais qu'à un moment, ça a été très très bouleversant pour moi, c'est dans le métro de la ville de Mexico. À une station de métro, il y a une immense maquette qui représente Mexico à l'arrivée des Espagnols. Et c'est une ville incroyable. Si vous êtes allé, vous avez vu des photos, par exemple, de Teotihuacan, ces pyramides gigantesques, ces pierres gigantesques, des constructions énormes.
En fait, il y a tout le plan en maquette de la ville de Mexico. Et en quelques mois, les Espagnols, ils sont 300, ils ont 70 fusils et 30 chevaux. On ne sait pas qu'il y a une force de destruction qui est impressionnante. En fait, en l'espace de quelques mois, ils ont quasiment rasé la ville. Donc il y a eu cette force-là. Bien évidemment, l'Inquisition, etc., a brûlé tous les livres. Donc de toute façon, c'est des sauvages, tout va bien. Donc on brûle tous les livres, on garde des traces de rien, etc. Donc il y a eu ça qui était très très fort. Et voilà, c'est passé ce qui s'est passé. Les Espagnols sont arrivés en Amérique. Donc il y a eu ce génocide culturel, il y a eu, dans le nord, il y a eu voilà, les réserves, les chasses, voilà, il y a eu un pourcentage de la population en l'espace de quelques années qui est mort, qui est impressionnant, impressionnant. Et voilà. Donc maintenant, les Indiens, ce sont des sous-hommes, et puis il y a des réserves, et puis voilà, ça devient ce que c'est devenu. Et puis dans les années 60, à la vague hippie, il y en a quelques-uns qui se disent, ok, c'est hippie là. Ils veulent vivre pieds nus, ils peignent des fleurs sur leur petit camion, ils veulent vivre en collectivité, ils veulent partager des choses, ils veulent... Alors ils se donnent rendez-vous, ils s'appellent les uns les autres parce qu'ils savent un peu qui est qui, veut quoi. Personne ne sait, mais eux ils savent qui est resté là, qui est gardien de cette connaissance. À l'intérieur de lui, en fait, gardien d'une connaissance. Et donc ils se retrouvent, ils se donnent un rendez-vous, quelque part aux États-Unis, ils se retrouvent, ce qu'on attend depuis des siècles. C'est des siècles avant l'arrivée des Espagnols, ça s'est passé, cette grande réunion de plusieurs années. Ce signe, quand les enfants voudront vivre comme nous, leurs enfants, est-ce que vous pensez que tous ces hippies, c'est le signe que nous attendions depuis des siècles, qui se mettent d'accord et disent c'est clair, c'est ça. Et donc, fou, ils ressortent de l'anonymat, ils ressortent. Et c'est là où, dans les années 60-70, on voit des livres fleurir, des ethnologues qui partent, on écrit La sagesse amérindienne, Pieds nus sur la terre sacrée, qui se refait publier, des compiles, des interviews, le chaman, le guérisseur, la connaissance, il y a énormément de choses. Il y a Carlos Castaneda aussi, ça on va voir un peu plus près. Donc il y a tout ça qui arrive, ils sont portés. La connaissance n'est pas morte, elle existe encore et elle revient en plein jour. Et puis quelques temps plus tard, quand Eagle One, alors je vois Luni, on dit Luni peut-être, quand Eagle One se pose sur la Lune, lève, se donne un nouveau rendez-vous, et quand lève marchera sur la Lune, est-ce que vous pensez que c'est le moment? Et là c'est genre, bah oui, ça ne peut pas être autre chose en fait, c'est juste énorme. Eagle One s'est posé sur la Lune. Et donc à ce moment-là, ils sont repartis, et c'est là où on a des témoignages. Il y a eu ta sudation, il y a tout qui arrive chez nous, tout ça d'enseignement, de partage de connaissances purifiées, retrouvées, la terre sacrée, etc. Les Tibétains qui rencontrent les Amérindiens, non, en fait, on est cousins. Mais oui, enfin, voilà, ça c'était le deuxième signe. Et donc voilà, aujourd'hui, on a un nouveau accès à cette connaissance. En 800, on va repartir. Ça, c'est l'histoire des bleus. Alors, on va voir la connaissance, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été gardé, rendu secret, préservé et que nous pouvons retrouver aujourd'hui? Il est dit à un moment donné, elle ressortira et elle sera partagée parce que l'humanité sera prête et l'humanité en aura besoin. Et donc les siècles, ça c'est dans les années 800 après Jésus-Christ, le fameux mystère de la civilisation maya, c'est qu'à ce moment-là, les temples, il y a toute une connaissance qui est inscrite dans les temples, et puis c'est fait. Et on ferme les temples et on les laisse partir dans la vie. Et ça, je tiens à le dire, d'entrée, c'est quand on parle des Aztèques, les trucs sur Teotihuacan, où on écarte les gens, on rapproche le cœur, on fait des trucs comme ça, Tulum aussi chez les Mayas, tout ça. C'est pas les mêmes en fait, c'est pas la même conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la connaissance devient secrète, les gardiens de la connaissance deviennent secrets, et en fait, ce sont d'autres gens avec une autre conscience en fait, qui investissent les lieux, mais ce ne sont pas les mêmes. Les gens dont nous allons parler aujourd'hui, cet héritage-là, ce ne sont pas du tout ceux, ce ne sont pas les mêmes, ce n'est pas le même niveau de conscience que ceux qui ont fait des choses épouvantables dans les temples ici. Et donc en 800, temple de Palenque, je vous avais expliqué une photo. On a un peu une image visuelle
Là voilà. Ça c'est Palenque. Donc quand ça a été retrouvé à la fin du 19e siècle, c'était quasi tout par terre. Et la jungle avait recouvert tout ça. Et voilà, et on redécouvre. Il y a cette histoire de le mystère de la civilisation maya où on se dit, mais ils sont venus, ils ont bâti des temples incroyables, ils ont fait des choses incroyables, et puis soudain, il n'y a plus rien, tout repart dans la jungle. Quel est ce mystère? Donc on en a parlé avec la date de 2012. Quel est le mystère de la civilisation maya? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont semé les bases de cette connaissance. On dit, ok, on laisse les graines, et quand ça sera le bon moment, quand les humains seront prêts, ils vont retrouver tout ça. Bon. Et hop, ça disparaît. Et il y a quelqu'un qui va retrouver tout ça, et cette personne s'appelle José Argüelles. José Argüelles, donc il est mort tout récemment, il est mort en mars 2020. José Argüelles, c'est la personne grâce à qui nous, en Occident, on a entendu parler de cette histoire de Maya, de 2012, etc. Sans lui, ça serait resté chez les Mayas. Bon, après, ce qu'on en a fait, ce qu'on a raconté dessus, il n'a pas tout maîtrisé le truc. Hein. Il s'est dit beaucoup de choses qui n'étaient pas... voilà, mais bon, c'est pas grave. Ici, on va raconter. On n'est pas à téléphone, tout va bien. Ce qui se passe, c'est que cette personne a 13 ans. Donc lui, il est d'origine mexicaine, mais il est né, il a grandi aux États-Unis. Et son père emmène ses fils, et lui et son frère jumeau, emmènent ses fils faire un voyage culturel et les emmènent à Teotihuacan. Donc c'est au nord de la ville de Mexico, et c'est des pyramides gigantesques. Et il y a beaucoup de correspondances avec les pyramides de Gizeh, les pyramides égyptiennes. C'est à peu près les mêmes tailles, sauf que là elles sont coupées, mais à la base c'est les mêmes, il y a des inclinaisons pareilles, il y a la grande allée des morts qui fait je sais plus combien, plus d'un kilomètre, il y a des temps sur les côtés, c'est la même configuration, les mêmes alignements sur les étoiles, etc. Il les emmène à Teotihuacan. Et là, à 13 ans, en haut de la pyramide, d'une des deux pyramides de Teotihuacan, il a une expérience fondatrice pour lui. Il a accès à quelque chose, il vit ce que certains pourraient appeler, dans certaines traditions qu'on va voir tout à l'heure, on appellerait l'expérience de voir. Dans d'autres, ça pourrait être une expérience chez Saint François d'Assise, ce serait une expérience mystique, voilà, transcendante ou quelque chose. Il vit quelque chose de très très fort à celui-là à l'âge de 13 ans et il décide à ce moment-là, il y a quelque chose qui se scelle en lui et il décide de dédier sa vie à retrouver cette connaissance et à comprendre. C'est-à-dire, c'est qui ces gens, c'est quoi, qu'est-ce que ça me dit, c'est quoi ce lieu, c'est quoi cet endroit, je dédie ma vie à ça. Et donc la graine est semée. Et s'il va se rendre compte assez rapidement, c'est qu'avec la pensée habituelle linéaire, il ne peut pas comprendre. Il reste au même niveau que les archéologues qui finalement ne savent pas grand-chose. Par exemple, sur les Mayas, les archéologues ils vont lire des stèles avec des dates. Où on dit, voilà, sur des milliers, voire des millions d'années, on date l'âge de la Terre, on donne des dates très précises, on dit, à tel jour précis, sur des centaines d'années, il y a une éclipse, comme ci, comme ça. Et on dit, voilà, les archéologues comme ça, ils disent, ben, les Mayas, c'est des autres débutants. Ils comptent des trucs, et voilà. Et lui, voilà, il y a quelque chose qui nous échappe. Si on veut juste ça comme ça, on n'a pas tout vu. Et donc, il va se rendre compte qu'il doit faire, il l'appelle lui-même, il dit un saut quantique dans la pensée. Quitter une manière de penser, où là, qu'il y a des limites, il est comme bloqué pour avoir accès à de quoi ça parle et comment. Et donc, toute sa vie, en fait, va être un processus pour retrouver de l'intérieur, en fait, une autre manière de penser. C'est quoi toutes ces informations? C'est quoi cette connaissance? Et notamment, il va passer par la peinture, beaucoup. Et il va être prof à l'université, en peinture. En faisant des peintures, il va comprendre des peintures qu'il a faites des années plus tard, au fur et à mesure qu'il continue à avancer. Et cette personne-là, elle va retrouver, en fait, elle va recomprendre c'est qui, c'est quoi, de quoi ça parle, etc. Et c'est la première personne, par exemple, qui a lancé. Le premier festival écolo, c'est lui qui l'a lancé. Dans les années 70, il a créé le Festival de la Terre. Et voilà, maintenant ça se fait. À cette époque-là, c'était lui qui disait non, la conscience que la planète est vivante, la responsabilité que nous avons. Donc le premier festival écolo pour la Terre, c'est lui qui l'a mis dans les années 70. Et il y a eu une période, jusqu'à assez récemment, où les Mayas, il y a des Mayas qui l'ont reconnu de suite. Ils se sont dit, ok, toi, tu es un des nôtres. Maya galactique, il y avait ce sens-là. Toi, tu es un des nôtres. Et puis il y en a d'autres,
c'est l'Inquisition quand même et le génocide culturel. C'est quoi ce gringo? Il est tout blanc, lui, il n'a pas une tête d'Indien. Et c'est quoi ce gringo? Il vient, il nous parle, c'est le complot traditionnel maya, donc la fameuse date de 2012, qui démarre en moins 3313 avant Jésus-Christ et qui s'arrête en 2012. Donc il y a ça, c'est un des calendriers. Et en fait, de ces calendriers mayas, il crée ce qu'on appelle, qu'on va voir tout à l'heure, l'enchantement du rêve. Quelque chose de... Bref, on va en parler. Et son avocat, il nous bouge notre calendrier, il nous prend le truc, il fait sa star à parler à tout le monde et tout. C'est quoi ce gringo, quoi? Encore un qui nous pique nos trucs et il y en a qui sont pas contents après lui. Et en fait, petit à petit, à un moment donné, il va y avoir peu de temps avant qu'il meure, il y a eu des cérémonies où des personnes l'ont reconnu dans la tradition toltèque, maya, etc. Ils l'ont reconnu vraiment comme celui, ils l'ont appelé Valon Votan, celui qui ferme le cycle. Et puis, peu de temps avant de mourir, les autres, en fait, se sont dit, si, en fait, tu nous as aidés à retrouver l'essence d'un calendrier, parce que même nous, Mayas, qui vivons avec les calendriers mayas, nous avions perdu, en fait, la conscience de qu'est-ce qu'un calendrier, à quoi ça sert un calendrier et d'où ça vient. Et donc, voilà, il y a eu cette cérémonie, Valon Votan, celui qui ferme le cycle, en 2012. Donc, c'est lui qui a amené vraiment ça à tout le monde, en fait, ramener la connaissance. Et c'était sa mission. Et il est mort. Un an avant la fermeture du cycle. Et les dernières années de sa vie, il vivait avec une jeune femme qui s'appelle Stephanie South, qui était reconnue, elle aussi, comme étant Red Queen. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un rapport avec Palenque toujours. On a redécouvert tardivement une autre tombe rouge après la tombe de Pakalvotan. Enfin, voilà, c'est près de 3 mois de Palenque. Donc il y a les informations qui remontent et les autres tombes celles du Pakalvotan, scellées donc en 800 quelque chose, avant que tout ça redevienne secret et reparte dans la jungle, il y a un tombe qui a été scellé et quand on l'a découvert en 1952, il y avait des inscriptions partout. Il y avait des dates, il y avait des personnages. Voilà, il y avait plein d'inscriptions, plein de clés, plein d'outils qui nous disent voilà ce qui se passe au niveau de l'humanité, voilà ce qui se passe au niveau de la Terre, voilà ce qui se passe au niveau de la conscience. Et il y a des timings, il y a ce qu'on appelle des backtoons. Donc ce sont des périodes de temps où l'humanité, la conscience de l'humanité évolue. Et exemple, fin du XVIe siècle, c'est la fin du backtoon de la graine cachée. Donc ça, c'est des connaissances mayas. Fin du backtoon de la graine cachée. Et ça veut dire que maintenant c'est caché. C'est-à-dire l'aspect sacré des choses, l'aspect spirituel des choses, la conscience du vivant dans la globalité, la conscience qu'on est sur la planète Terre, que tout est vivant, que ça se promène, que ça circule, que tout est information et qu'on est là pour vivre un grand voyage dans le cosmos, ça devient caché en fait, ça devient comme voilé à nos yeux et on est prêt à la fin du XVIe siècle, collectivement, l'humanité entière, à rentrer dans le matérialisme en fait. Et là, ça donne l'essor du matérialisme, donc de la révolution industrielle, et on rentre dans un autre backtoon qui s'appelle le backtoon de la transformation de la matière, et qui va avoir son apogée avec l'ère atomique, la bombe atomique, etc. Donc ça c'est caché. Et en fait, quand il meurt, juste avant la clôture du backtoon de la transformation de la matière, voilà, il se voit mourir, il meurt en quelques jours. Voilà, tout à coup, il chope une grippe et il dit en fait, je suis en train de mourir. Finalement, je ne serai pas là pour la fermeture du cycle, je vais partir avant. Et donc, il dit à sa compagne, Stéphanie, mais non, en fait, c'est parfait. C'est parfait que je meure parce que moi, je suis un homme, moi, je suis vieux. Et là, c'est toi qui vas continuer à reprendre et à diffuser. Et toi, elle avait 30 ans de moins que lui. Donc, toi, tu es jeune, tu es une femme. Et il y a quelque chose qui doit se régénérer. Donc, on quitte quelque chose, une manière de penser, une manière de voir qui est du masculin pour rentrer dans une nouvelle manière de goûter et d'appréhender les choses depuis le sensible en fait. Et là c'est clairement l'énergie féminine. Apprendre depuis le sensible, goûter avec le corps. Et voilà, il meurt et c'est Stéphanie maintenant qui est là. Donc lui, il va ramener donc toute la connaissance d'un calendrier. Et ça on va explorer un peu plus loin tout à l'heure en profondeur. Un autre personnage important, en ce qui nous concerne toute l'humanité par rapport à ce que nous pouvons découvrir, partager, et qui sont des pédagogies et des outils pour retrouver cette connaissance-là en nous, c'est Carlos Castaneda. Lui aussi, c'est très intéressant.
c'est dans les années 60, donc il y a ça, genre, cet intérêt soudain à nouveau pour la sagesse indienne, amérindienne, les connaissances, etc. Lui, il décide d'écrire sa thèse sur les plantes psychotropes, médicinales, des Indiens Yaqui du nord du Mexique, du sud de l'Arizona, donc voilà, il va. Et depuis un an, il rencontre un homme qui s'appelle Don Juan. Il y a une rencontre qui est très forte, et en fait, Don Juan va lui expliquer quelques temps plus tard que quand il a vu Carlos Castaneda arriver et dire « Ah bonjour, je m'appelle Carlos Castaneda, patati patata », il a vu comme étant l'héritier, la prochaine génération des Nagual. On va voir le mot Nagual. Nagual, là c'est quand on reprend, quand la traduction devient secrète, il y a un fond commun, évidemment, à cette culture. Le fond commun, c'est le fond toltèque, en fait. Et le toltèque, ce n'est pas un groupe ethnique, comme le disent les archéologues, mais ça représente une conscience et une connaissance. Il y a un fond commun chez les toltèques, mais ça devient secret. Et donc, en fait, il y a des lignées en fait, qui se font et où on transmet quelque chose de très précis pour que ça reste vivant. Et il y a, lui, il est héritier d'une lignée de Nagual, et Nagual, ça veut dire l'enseignant, celui qui a la connaissance en lui et qui peut la transmettre. Et il y a eu des générations et des générations de Nagual, comme ça, et ça se transmet à un groupe d'apprentis, etc. Et à chaque génération, il y en a un qui est reconnu comme le Nagual du groupe, la génération d'après. Et quand il voit Carlos Castaneda, il dit « Toi, t'es le futur Nagual. Donc je t'embarque. » Et il passe des années à suivre les enseignements de Don Juan. Et il est très connu pour son premier livre, qui s'appelle L'herbe du diable et la petite fumée. Je ne sais pas si vous l'avez lu ce livre-là. Non. Oui, vous l'avez lu. Vous n'avez pas très facile à lire. Parce que cet homme-là, en fait, il va prendre des plantes psychotropes un nombre incalculable de fois, il va vivre des expériences totalement incroyables et il va essayer de tout rationaliser ça. Donc ça va durer un certain temps et à un moment donné, il va être toujours en train d'essayer de comprendre, oui, mais alors là, les alliés dans la plante, petit à petit, il va demander à Don Juan, et à un moment, Don Juan lui dit, juste, laisse tomber, laisse tomber les plantes, c'est pas ça l'important. L'important, c'est la connaissance silencieuse. Il me dit, mais pourquoi tu m'en as fait? Ah bah, autant les plantes, toutes ces fois-là, etc. Et donc, il dit, juste le mental, là, à tout rationaliser, là, comme ça, dans la tête, machin chouette, c'était tellement du costaud, c'était tellement indéboulonnable qu'il a fallu y aller à coups de boulet. Et coups de boulet, c'est cérémonie payote, manger des champignons hallucinogènes, juste le truc, etc. Ok, maintenant, ça, c'est fait. Il y a eu des failles qui se sont ouvertes, genre le réel, est-ce exactement ce que j'ai toujours cru? Peut-être que non. Manifestement, il y a autre chose que ce que j'ai toujours cru. Donc il a dit voilà, ça a servi qu'à ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et allons explorer. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir? C'est quoi? Ça, c'est la connaissance silencieuse, en fait, qui est Dans cette tradition-là, dans le tech, il y a deux choses. Il y a le monde du tonal et le monde du nagual. Le monde du tonal, c'est ça. Ça, c'est une chaise. On est tous d'accord pour dire que c'est une chaise. Ça, c'est une nappe bleue. Moi, je m'appelle Elodie, j'ai 47 ans. Toi, tu t'appelles Yael et tu en as 30 choses. Donc voilà, ça, c'est une armoire. Ça, c'est des arbres. Ça, c'est le ciel. Ça, c'est ça. Et là, voilà. Ça, c'est le monde du tonal. C'est tangible. Voilà, c'est le monde du tonal. Et le monde du nagual, c'est le monde de la pure énergie, en fait. Et donc, c'est arriver à rencontrer le monde de la pure énergie. Et c'était l'invitation qui était faite à Castaneda. Ok, ça, t'es bien au courant, là, t'as tout calculé. Tout est devenu une chose, en plus, dans notre civilisation. Au moment du Bactoum, à la fin du Bactoum de la Terre cachée, tout est une chose. Tout est une chose. Okay. Donc, ça, c'est des choses. Et là, le monde du nagual qui dit, oh, mais pas que. Tout est énergie aussi. Alors ça c'est pour Carlo, qu'on va creuser. Là je vous brosse un peu l'espace. L'autre héritier de la connaissance toltèque, c'est pour ça le mot toltèque maintenant il est connu, parce que nous avons Don Miguel Ruiz. Magnifique Don Miguel Ruiz, tout ça c'est des beaux gars. Qui a écrit ce livre-là et les suivants. Il y en a combien parmi vous qui connaissent les 4 accords toltèques, qui les ont lus, qui les pratiquent? Ouais.
Donc en fait, alors lui, il a diffusé plein de choses avec ses livres. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est quelque chose de très pragmatique, très simple, auquel tout le monde peut avoir accès maintenant. Et ce qu'on m'a dit assez récemment, c'est qu'il y a des écoles aux États-Unis, peut-être ailleurs dans le monde, je pense, mais rien n'est sûr, mais en tout cas aux États-Unis, c'est sûr, peut-être au Mexique aussi, où on enseigne les accords toltèques, où les équipes de travail, elles ont les accords toltèques avec elles. Les enfants dans les écoles, ils ont les accords toltèques. Ils sont là, ils sont écrits, on peut s'y référer. Donc ça, c'est le... Et donc lui, c'est ça. C'est mon héritier aussi, c'est un nagual, un enseignant. Et oui, si, il faut que je vous dise quelque chose par rapport à Castaneda. Ce qui s'est passé, c'est que Don Juan l'a reconnu comme étant un nagual, mais ça faisait des milliers d'années, en fait, que c'est, surtout des centaines d'années de plus en plus secret, que c'est un groupe avec un nagual, hop, on rencontre un autre groupe, et il y a une génération, et ça se transmet comme ça. Et à un moment donné, après des années de partage commun, d'enseignement, etc., où Don Juan a vu que Carlos, il était différent. Il se passait quelque chose, et qu'en fait, il venait lui aussi clore un cycle. Donc il a dit, ah non, mais en fait, tu fermes quelque chose. Et donc, qu'est-ce que tu veux ouvrir? Ça t'appartient. Moi, c'est plus mon domaine. Don Juan, je m'en vais. C'est à toi qu'il appartient de créer quelque chose. Et il va passer quelques années, ils sont 4 apprentis de Don Juan. Il y a Carlos qui a écrit les livres, c'est le plus connu, mais il y a aussi 3 femmes avec lui, Carol Tiggs, Florida de Brown et Taisha Bella. Alors, si tu vois, c'est écrit les livres. Et en fait, ils ont passé quelques années un peu genre, oula, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ils ont créé quelque chose ensemble qui s'appelle la transégrité. Et qui est, en fait, tout ce qu'ils ont reçu de l'enseignement de Don Juan et de la lignée de Don Juan, ils en ont créé quelque chose qui est accessible à tous et à nous. Voilà, accessible avec un projet. Là, non seulement c'est plus du tout secret, et il y a eu les livres de Carlos qui ramenaient ça pour tout le monde, les livres existent, on y a accès, mais qui en plus ont créé une pédagogie pour que tous ceux qui le veulent, en fait, puissent avoir accès à quelque chose qui leur ramène, qui rallume, en fait, cette connaissance intérieure. Ça, c'est la transégrité. Les 4 accords toltèques, puisque dans la tradition, et ce que va partager Don Miguel Ruiz, c'est dire en fait, nous sommes des rêveurs. Et nous sommes, en fait, il dit nous sommes des maîtres. Ça, il le dit au début de son livre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il dit nous sommes tous des maîtres. Et nous sommes des maîtres, des créateurs absolus, incroyables. Et en ce sens que nous avons un rêve et nous vivons notre rêve. Et nous avons passé des accords. C'est ça le sens des accords. On a tous passé un accord. On hérite de quelque chose. Et on hérite de la vision du monde de ceux avec qui nous vivons, qui est la vision du monde des parents, la vision du monde de la famille, la vision du monde de l'école, la vision du monde de la société. On hérite de tout ça et en fait on passe des accords avec tout ça. C'est validé. Et quelqu'un, voilà, se dit, tu sais pas chanter, bon, ben, on transforme en accord, je sais pas chanter, mais voilà. Donc, en fait on crée tout le temps des accords qui sont toutes les croyances que nous avons sur nous. Et Don Miguel Ruiz nous dit, nous sommes des maîtres absolus, nous sommes devenus les maîtres de nos vies, et en fait, nos vies correspondent aux accords que nous avons passés. Il dit, ok, je suis d'accord pour voir le monde comme ça, donc quand on est tout petit. Et il raconte, il dit, quand on regarde un enfant tout petit, avant la phase socialisation, l'enfant, en fait, c'est juste de l'énergie d'amour. C'est l'expression de son amour pour le monde, continuellement, il dit jusqu'à 3 ans à peu près, 3-4 ans, puis après, ça se transforme. Et voilà, et l'enfant, son expression d'amour, c'est courir. L'enfant, il va courir. Et puis son expression d'amour, c'est sauter. Il va sauter. Son expression d'amour, c'est de dire je suis pas d'accord. Et bien il va dire je suis pas d'accord. Et il y a ça. Et petit à petit, hop, tout ça, ça se fige un peu. Et l'enfant apprend à fonctionner en fonction des accords qu'il passe avec tout son entourage. Donc ça, et l'enseignement de Don Miguel Ruiz, c'est dire nous sommes les maîtres, donc nos vies ressemblent aux accords que nous avons passés depuis la petite enfance. Et ce qui se passe, c'est que si notre rêve ne nous plaît pas, notre vie ne nous va pas bien, nos relations sont pas harmonieuses, notre travail ne nous plaît pas, on a envie de le changer, ben on peut, puisque c'est notre rêve. Donc on peut changer les accords. Donc il a donné ces accords-là.
Et ce qu'il dit, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit on va les lire une fois, puis on va se les intégrer, comme on peut le dire à l'école, que ma parole soit impeccable, je ne fais pas de suppositions, quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle. Ça, c'est des accords qu'on peut avoir comme ça, avec la tête pour rétablir. Bonjour, Élodie, t'es vraiment con, hein. Je dis, ok, alors je n'en fais pas une affaire personnelle. Dans son monde à lui, je suis très con. Mais dans mon monde à moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai la responsabilité de qu'est-ce que je fais de cette information-là dans mon monde à moi, en fait. Et donc au début, c'est ça, c'est des petits accords. Et ce qu'il explique, c'est qu'au fur et à mesure, on peut les relire, et au fur et à mesure qu'on va les intégrer, les avoir toujours avec soi, ces accords-là, et bien ça s'intègre et on rentre dans une connaissance très 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 profonde. À chaque fois toujours plus profonde de quoi ça nous parle, ces accords-là. Et en fait, effectivement, ça libère de l'espace. Et ça vient ouvrir la possibilité, on a besoin de ça en fait, d'ouvrir de l'espace, comme on l'a fait tout à l'heure. Ok, on lâche un peu la tête, on vient un peu dans le corps, et on ouvre de l'espace de silence en fait. On ouvre de l'espace de silence, et là il y a la possibilité de créer de nouveaux accords. Ok, ça ne me convient pas, je crée un nouvel accord. Donc ça c'est, en tant qu'un des bienfaiteurs de l'humanité, ce qui est chouette, c'est que il y en a plein des bienfaiteurs de l'humanité, mais Gabon Galois, il a écrit ces accords en disant, je vous invite à lire et à relire et à relire. Et on va plonger de plus en plus profondément dans cette connaissance très 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 profonde en fait, Toltec, qui est le monde est un rêve, nos vies sont des rêves, et nous sommes les purs magiciens de nos vies, et de nos vies personnelles, notre monde personnel, notre rêve individuel, et le monde collectif, le rêve de l'humanité. Donc à chaque fois c'est ça, c'est le lien entre le rêve personnel et le rêve de l'humanité. Il dit, nous sommes nés pour délivrer un message, et ce message-là, ce sont nos vies. Partie 2. On va rentrer plus profondément, plus précisément, dans ce calendrier. Cette forme-là, en fait, il y a deux matrices. Donc ça, c'est... Les Mayas, il en avait 20 des calendriers. Ils calculaient les trucs de fou, avec le soleil, les machins, l'étoile ainsi. Les calendriers des 13 lunes, donc c'est 13 lunes de 28 jours. Voilà, il s'est rendu compte, parce qu'il a étudié les calendriers à fond, un peu partout sur la planète. Et les 13 lunes de 28 jours, c'est un calendrier qui a été utilisé vraiment dans plein d'endroits sur la planète. On sait que c'est le calendrier essénien à l'époque de Jésus, c'était un calendrier de 13 lunes de 28 jours. Et un peu partout comme ça sur la planète, ce sont des calendriers de 13 lunes de 28 jours. Et ce qu'il dit, c'est que ces 13 lunes de 28 jours, ce sont des calendriers liés au cycle de la nature. Là, on est au cycle de la nature. Et là, ce qu'on a besoin de retrouver, c'est nous sommes des êtres de nature, en fait. Et ça nous aide. Je vais vous montrer un truc. Moi, il est très pareil. Petit poster. Voilà, j'ai tout côté. Là, on a les 13 lunes de 28 jours, et là, on a les 12 mois de l'année, du calendrier grégorien. Après des années d'études, les calendriers, etc., le José, il est parti à l'ONU et à l'UNESCO, et il a dit, chers amis, bonjour, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Si on change de calendrier, on quitte le calendrier grégorien et on adopte le calendrier des 13 lunes, on peut tout remettre en ordre pour l'humanité. C'est possible. Je vous explique comment et pourquoi. Donc il explique comment et pourquoi. Et en fait, c'est la personne qui l'a vu à ce moment-là. Je crois que c'était Boutros Ghali. Mais peut-être que c'était Kofi Annan. Il faut que je vérifie absolument. Mais bon, je crois que c'était Boutros Ghali. Il a regardé ça et il a dit, carrément, c'est super. C'est très intéressant. Ça pourrait faire effectivement beaucoup de bien à tout le monde. Sauf que là, cher ami, tu vas trop fort, trop vite, trop tôt. Donc on va pas. Mais ça reste le projet. Le projet reste, on lâche un jour le calendrier grégorien et on se met à suivre le calendrier des 13 lunes. Et ce qu'a dit Boutros Ghali à cette époque, quand il est arrivé José, donc c'est au milieu des années 90,
il a dit ce qui est très intéressant, c'est que ce serait la première fois que ce serait un calendrier qui vient du peuple. Et ce n'est pas un calendrier qui vient de ceux qui nous gouvernent, en fait. Et que quand on regarde, on va prendre quelques secondes pour regarder le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, donc c'est 12 mois de... ça dépend des fois. Des 12 mois de ça dépend des fois combien de jours. Pourquoi ça dépend des fois? C'est pour retomber sur ses pattes à un moment donné. Donc ok, un jour 30, un jour 31. Heureusement qu'on a ça pour en savoir combien, sinon on serait bien parti. Et puis septembre, qui devrait être logiquement le 7e mois de l'année, qui a été le cas à l'origine, octobre, le 8e mois, novembre, le 9e mois, décembre, le 10e mois. En fait, c'est tout décalé. Finalement, septembre, c'est le 9e. Et pourquoi? Pourquoi? C'est très intéressant. C'est parce qu'à un moment, il y a les Romains qui sont en train de faire une guerre de territoire pour avoir plus de territoire. Et ils veulent lancer la guerre contre les autres, je ne sais qui. Mais c'est dommage parce que ça va sous l'influence du dieu Mars. Mais qu'à cela ne tienne, on va décaler de 2 mois et on va se trouver avec Mars avec lui. Donc c'est pour ça que c'est décalé de 2 mois. C'est une guerre de territoire pour avoir plus. Donc il y a ça comme information dans le calendrier. Et puis d'autres mois, par exemple juillet et août, et là, ça a une autre information, c'est qu'on a des empereurs quand même qui sont les dieux du monde, les rois du monde. Les rois du monde, en tant que roi du monde, s'il vous plaît, donnez mon nom à un mois. D'accord? Alors Jules, César, on va voir le mois de juillet. Et puis Auguste, je crois que c'est Auguste qui commence. Mon roi du monde, le mois d'août, Auguste, c'est moi. Et puis l'autre qui voit, moi je suis aussi balèze que mon prédécesseur, donc s'il vous plaît, donnez-moi un... Donc il y a ça aussi comme information. Donc, c'est des informations d'ego, il y a des informations d'avidité, prendre le pouvoir, etc. Il y a ça comme information. Et le reste d'informations liées, c'est de la non-information. C'est-à-dire 30 jours ci, 31 là, etc. Et en fait, ça on le prend comme allant de soi. C'est genre, ok, voilà, on est 1er décembre, 2 décembre, 3 janvier, ok, tout le monde est calé là-dedans, maintenant. Tout va bien. En fait, non, ça ne va pas de soi du tout. C'est là où on a dit à Jocelyne merci d'avoir ramené qu'est-ce que c'est un calendrier, l'essence d'un calendrier, l'essence d'un calendrier, c'est de nous faire fonctionner ensemble. Et non seulement de nous faire fonctionner ensemble de manière unifiée, mais c'est de nous faire fonctionner ensemble avec les cycles de la nature et les cycles de la galaxie. Ceux-là, on les avait complètement perdus, c'est lui qui les a ramenés. Il a vraiment qu'il fasse des sauts quantiques dans la pensée, parce que il fallait retrouver les infos. On a une planète qui se balade, il y a des cycles, il y a des mouvements, c'est en expansion, c'est comme ça se promène. S'il y a des astrologues ou des passionnés d'astrologie, quand des astrologues me racontent qu'est-ce qu'on peut décoder et lire parce que la planète elle est à degré de ceci, cela, je suis là, waouh, ça c'est une connaissance d'où ça vient. C'est pas d'où ça vient. L'histoire c'est de retrouver en soi comment on retrouve ça. Et on retrouve ça en se resynchronisant, c'est-à-dire on appelle ça un synchronomètre. C'est pour se synchroniser. Donc on se synchronise avec les cycles de la nature et avec les cycles de la nature de notre maison, la terre-mère, la maison, qui a ses cycles, et puis la Terre qui se promène dans une galaxie, ça a des cycles aussi. Et le calendrier nous synchronise avec ça quand on suit. Et là, il nous dit ce qui se passe. Alors, on a la photo. Là, ça ressemble à rien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, j'ai vu des cours. Ça ressemble à rien. Calendrier grégorien. Il y a des trucs, il y a des bosses, le février, là. Et là, on a 13 lunes de 28 jours avec 4 semaines parfaites. J'en suis lune 1, lune 2. Et chaque lune, en fait, donc il y a 2 matrices. Dans ce calendrier-là, il y a 2 matrices. Il y a 13 lunes de 28 jours. Semaine parfaite dans chaque lune. Et il y a l'autre matrice qui est le calendrier sacré, qui est le Tzolk'in. Là, on a 20 glyphes qui représentent 20 archétypes et on a 13 tonalités. Et en fait, ils nous disent, les 20 glyphes, c'est tout le potentiel. Le potentiel qui est là. Et les 13 tonalités, c'est ce qui donne le mouvement. Donc, dans la tradition maya, dans la cosmologie, ils disent Unapku, c'est le nom qu'on donne au centre de la galaxie. Voilà. Et puis autour, ça danse. Ça danse, ça respire, ça s'expanse, ça bouge. Voilà. Il y a le centre de la galaxie.
Il y en a qui l'appellent Dieu, comme on veut. Les physiciens quantiques, il y en a certains qui disent on ne sait pas comment l'appeler, on va peut-être finir par l'appeler Dieu. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui disent ouais, ça ne fait pas très scientifique, donc on va l'appeler autrement. C'est vraiment comme on veut. Mais toujours est-il que c'est voilà, quelque chose qui donne une vie en fait, quelque chose qui respire, qui crée la vie, qui crée le vivant et qui crée la conscience. C'est là où les physiciens quantiques finissent par valider les anciens, les Poptech et tous ces gens-là qui avaient accès à cette connaissance. Et on retrouve ces mouvements, donc ils disent Unapku, c'est ce qui donne la mesure et le mouvement. La mesure dans le potentiel de tout ce qui est possible d'exister, et le mouvement, c'est que ça bouge, c'est constamment en évolution. Et on retrouve ça dans les 13 articulations du corps, les 13 articulations principales. Où effectivement, je suis qui je suis, c'est d'entrée, j'arrive au moment de ma naissance, clac, ça y est, je suis un messager, comme dirait Don Miguel Ruiz, né pour donner un message, et le message c'est moi, la vie. Et hop, je pars en mouvement. Et là, on a les 13 tonalités, c'est ok. Je suis qui je suis, et je bouge. Je marche sur cette terre avec 7 milliards de cocottes potentiels. Ça projet. 7 milliards de cocottes. Le fonctionnement du calendrier dont vous parlez, on parle de 364 jours. Ouais. Par contre, on fonctionne sur 365 jours. Ouais. Il y a une différence d'une journée. Il y a une différence. J'ai calculé. Ouais. C'est 364 plus 1 qui s'appelle le jour hors du temps et qui correspond. Alors il y en a qui intègrent ça, moi j'aime pas le cerveau scientifique, mais je sais qu'on dit c'est le lever héliaque de Sirius à tel moment, donc il y a des choses comme ça. C'est connecté aussi à la planète Vénus. Tout ça, je l'ai pas. Mais en gros c'est ça. Et le plus 1, c'est donc qui tombe le 25 juillet dans ce calendrier et qui est le jour hors du temps. Et en fait, c'est le jour où on dit on a fait une traversée parce que les 13 lunes, là cette année, on a en année lune rouge solaire. Ça donne une indication pour le collectif. Et donc c'est solaire, ça veut dire que c'est la 9e année d'un cycle de 13. C'est toujours des cycles de 13. On a toujours 1, 2, 3, 13, on fait un cycle et hop, on passe au cycle suivant. Et donc on a fait une lune qui a lancé quelque chose. À partir du 26 juillet, c'est allez, lune rouge solaire, c'est parti pour la purification. Les émotions, ça remonte, mais ça remonte pour être purifié. Et en lune rouge solaire, on équilibre à l'intérieur de nous nos aspects féminins et masculins. Allez, c'est parti, tout le monde en route, c'est parti, année lune rouge solaire. Donc ça donne ça, et en 1, ça lance le but pour l'année. Le 2, on va rencontrer des obstacles. Alors ça va être des émotions très fortes, des choses comme ça, où c'est que ça bloque. Puis le 3, c'est le service. Puis voilà, et on va faire le 11e mois, normalement, c'est on libère. Ok, alors là, on va peut-être beaucoup pleurer, mais se sentir très bien après. Ou se mettre très en colère, mais on a ramené de la force et du positionnement. Donc voilà, en gros, ça parle de ça. Et on fait un voyage avec les 13 lunes, parce que nous sommes des voyageurs de la conscience. C'est ce que nous disent les Poptech. Nous sommes des artistes. C'est la traduction du mot Toltec, c'est artiste. Hommes et femmes de connaissance, c'est artistes. Nous sommes des artistes de nos vies. Et qu'est-ce que nous créons? Voilà. Selon quel accord. Et donc voilà. Et puis à la fin, on a fait la 13e lune. À la 13e lune, c'est normal. Ok, donc voilà, mes aspects féminins, masculins, si tout va bien, si j'ai pas trop rencontré d'obstacles, c'est pour ça que c'est important de partager tout ce que nous avons. C'est de dire que ça, c'est un voyage. La 13e lune, c'est ok, je suis un peu plus qui je suis, il y a de la purification qui s'est faite en moi et autour de moi, et je suis prête pour partir dans la lune suivante. Là, ça sera un magicien planétaire. Prête pour partir pour l'année suivante, et là on fait une pause. Et en fait, il y a 5 jours de cérémonie, les 5 derniers jours, dans cette tradition-là. Il y a des festivals partout autour du monde où on célèbre la beauté. En fait. Le jour hors du temps, c'est le jour de l'art. On célèbre, nous sommes des artistes, on crée de l'art. Ça, c'est ce que nous faisons collectivement. Et ce dernier jour, ça permet de faire le bilan de l'année. Ok, ça c'est fait, ça c'est vu, je regarde tout mon cheminement, tout mon cycle évolutif, et on partage ça ensemble. Il y a ce jour hors du temps qui est comme un ok, je dépose tout ça, et le lendemain, le 26, je suis prêt à rentrer dans le nouveau cycle. nous sommes. Ça concerne évidemment toute l'humanité. Est-ce qu'on a une notion de saison? Comme nous, on a les solstices, l'automne, le printemps, l'hiver. Là, c'est des saisons galactiques. En fait. Ouais. Et en fait, selon les saisons galactiques,
Et il y a des moments où on va travailler plus le cœur, enfin travailler. C'est ça, il va se passer des choses par rapport au cœur, par rapport à la relation, l'amour, comment nous sommes en capacité d'exprimer l'amour, de recevoir l'amour, de partager l'amour. Et il y a des saisons galactiques, ça sera plus la vision. Donc, les saisons, en fait, elles sont données par 4 archétypes. Le serpent, le chien blanc, l'aigle et le soleil. Et donc, ça, dans l'année, il y a des saisons comme ça. Et à un moment donné, ça va être la vision. Donc la vision, ça parle de la conscience, la compassion, le visage planétaire, le village. On prend l'espace et on regarde, on dit ok, alors vu de là-haut, à quoi ça ressemble tout ça? D'accord, ça avance. Alors, à chaque fois qu'on vu de là-haut, on regarde tout ça, on voit, ça avance. Donc tout va bien. Donc c'est de l'intérêt de pouvoir avoir cette vision. Donc voilà, oui, il y a des saisons. Voilà, c'est celle-ci. En fait. Voilà. Donc il dit ça, le temps et l'atmosphère du mental. L'intérêt de changer de calendrier. Le temps et l'atmosphère du mental. Et là c'est harmonieux. Et en fait, par exemple, aujourd'hui, je ne sais même plus quel jour on est genre samedi, Et tout ça, c'est expliqué dans le calendrier? Ouais. Après, il faut y aller en douceur, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils rentrent là-dedans, ils font il y a trop de choses, on se dit oui, j'en rentre tranquille. C'est ça. C'est ça. C'est très complexe, j'ai écouté tout à l'heure, ça m'a fait. Oui, c'est genre oulala, mais en fait, non, on commence tranquille. Genre, étape 1, petit pas, waouh, donc voilà, si vous restez à la télé tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire. Étape 1, c'est qui je suis, je me décolle. Étape 2, quelle famille j'appartiens. Étape 3, 13 lunes de 28 jours, d'accord. Donc là, on intègre, on y va tranquille, etc. Et puis au fur et à mesure qu'on passe en même temps, il y en a, ils sont. Je vous raconte quand même une anecdote. J'ai rencontré un jour, il y a quelques années de ça doit faire 6 ou 7 ans. J'ai une pile de synchronomètres et je rencontre, alors c'est un festival, c'est au moment des élections présidentielles. C'était, il y a Pierre Rabhi s'était présenté le coup d'avant, mais voilà. Et c'est un peu genre les copains de Pierre Rabhi se rassemblent pour préparer les élections présidentielles. Et moi j'ai ma fille de synchronomètre. Ambassadrice de synchronomètre. Tous ensemble, on y va. Et je rencontre un jeune homme et il me dit t'as des synchronomètres? Super, ça a l'air intéressant. Tu m'en veux un? Ouais, je t'en veux un. Tu m'expliques un peu? Je dis ok, je t'explique évidemment. Donc j'explique un peu. Et il me voit la partie. Et je me vois parler. Et je me vois parler et à rentrer direct dedans. Parce que alors, plus on avance et plus on peut s'amuser. Et là, il y avait à cette époque-là, on faisait une méditation avec les hexagrammes du Viking qui retransforme, réinformationne l'ADN, réveille l'ADN caché, les brins qui dorment, soi-disant dormants. Tout un tas de trucs comme ça. Et donc, il y a méditation avec les hexagrammes du Viking, il y a les plasmas qu'on se met sur les chakras pour lever. Vraiment, il nous connaît un truc qui va. Et je suis là en train de lui raconter tout ça. Et le plasma, et patati, et nanana, et l'électronique du corps, et tatati, et tatata, et les hexagrammes du Viking. Et à un moment donné, je fais, peut-être on lui dit, ça va, je te submerge pas trop. Et je le vois, il ouvre les yeux, il est en train d'écouter comme ça. Et comme ça, il dit, il a 20 ans, 22 ans. Il est comme ça, il écoute comme ça. Il me dit, non, je crois que j'ai le cerveau fait opérationnel pour intégrer tout ça. Et là, je me vois dans le film Matrix. C'est genre, j'ai les yeux qui ok, c'est bon, téléchargé. Opérationnel, je sais naviguer avec les hélicoptères. Là, j'ai ma génération. Donc voilà, c'est selon, à son rythme en fait. Mais on peut commencer vraiment tranquille, coup de coup. C'est pas si. C'est 13 lunes. Et c'est ça. Point grave, c'est quoi? Qui je suis moi là-dedans? On commence comme ça. Tranquille. Qui je suis moi là-dedans? Pourquoi ma coopération? Quel est mon potentiel? Quelle est ma vibration? Quelle est ma lumière? Ok, mes obstacles, ils sont où? Je sais que je vais rencontrer le truc qui dit je suis un pur artiste de ma vie pour créer de la beauté sublime. Et puis, il y a certains matins, je me sens un peu pourri, déprimé, le tout me parle mal, me gonfle. Je veux changer ça, quoi. Ouais, ok, les obstacles, ils peuvent être là. Tu as confiance en toi, tu t'aimes suffisamment? Bof. Ok, tranquille. Tu sais que la base, c'est s'aimer suffisamment. Tu t'amènes tes accords Toltec, tu navigues et tu laisses circuler l'information
On a mis 4 ans, c'est une information, donc des fois ça se fait pas forcément en 2 minutes, mais moi je suis prête à tout. Quand j'ai vu le jeune homme, tac, c'est fait, je me suis dit, il y en a, ils sont tout pourris, le lendemain, ça y est, ils sont bien. Ah d'accord, moi je suis merveilleux magicien de ouf total, je m'aime, je kiffe pas là. Ouais, ok, chacun son rythme, chacun son rythme. Là où on est. Je raconte quoi après? Je vous raconte un peu les Toltecs. Il y a les 4 accords Toltecs. Est-ce que vous connaissez le 5e accord Toltec? Levez la main ceux qui connaissent le 5e accord Toltec. Il n'y a pas... Oh. Non, donc ce qui se passe, il explique, ça c'est extraordinaire, il explique que il y a des accords Toltec, on n'a pas 4, on a 5. Les deux bases. Il dit 5 accords Toltec. Mais il se rend compte qu'à chaque fois qu'il arrivait, donc il enseignait les 4 accords Toltec, et à chaque fois qu'il se mettait à enseigner les 5e accords Toltec, alors là, il n'avait pas le coup de top, ça y est, c'est téléchargé, c'est tout le monde qui va conseiller. Quand tu parles, qu'est-ce que tu dis, j'ai rien compris. Et donc il a fini par lâcher, il s'est dit, ok, j'arrive pas à enseigner, les personnes n'arrivent pas à comprendre, il y a quelque chose qui ne se passe pas, ben, c'est pas grave, je vais partager les quatre premiers, qui ont déjà leur travail, partager les 4 premiers, en partageant les 4 premiers, je partage cette philosophie, cette vision de voir le monde et de nous voir nous, qui nous sommes en fait, avec les 4 premiers, puis on verra plus tard. Et puis son fils, et donc le Nagual de la génération suivante, lui, il se met à partager soudain du 5e, comme ça. Alors je vous parle du 5e et tout. Ok, ben là c'était comme une preuve que oui, on se prépare. C'est que oui, il y a des cycles. En gros, c'est ramener à la conscience ce qui est inconscient en fait. C'est qu'à l'intérieur de nous, ça bouge. On a toute la connaissance à l'intérieur, c'est ce qui nous dit tous. On a, mais c'est voilé. Et c'est voilé, et c'est normal que ce soit voilé. Ça fait partie des cycles de la civilisation. Donc ok, mais on dévoile et on se rappelle. Et là, il a vu que il y avait un voile qui était levé, et là, les personnes, elles comprenaient et elles intégraient le 5e accord Toltec, très facile. Et le 5e accord Toltec, c'est toujours comme encore plus profondément dans cette connaissance très ancienne, c'est doute de tout, sois sceptique, et apprends à écouter. Et en gros, ça dit, tout est symbole, et en passant des accords, en fait, c'est sur le symbole. Mais au final, qu'est-ce qui est réel? Doute de tout. Il se peut très bien que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce qu'on te raconte, tout ce qu'on dit, c'est peut-être pas ça. Mais apprends à écouter, c'est-à-dire depuis le corps sensible en fait. Apprends à sentir, apprends à écouter, sois présent là. Mais doute de tout. C'est comme en état d'observateur. Et ce qui y a très profond dans ce 5e accord, c'est que c'est là où on rejoint la physique quantique, qui finit par dire non mais c'est de la matière ou c'est de l'onde? La matière c'est quoi? Elle existe vraiment? Et puis l'observateur, il bouge le truc en observant, et au final l'objet n'est pas le même selon qui le regarde et comment. Et à la fin, quand les physiciens se sont dit, voilà, quand on va au bout de la physique quantique, on finit par dire, mais qu'est-ce qui est réel? On ne sait pas. Et donc là-dedans, il y a un truc, il est ok. Donc ça, c'est vraiment la connaissance très 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 profonde. Et qui rejoint les enseignements maintenant de Stéphanie, la Reine Rouge, donc qui parle de toutes ces informations du calendrier, et qui dit, c'est arrivé aussi à fonctionner, en fait, on est de la pure électronique. On est des êtres électroniques, et tout est de l'information. Et donc, en fait, on va, et je vois maintenant des gens guérir comme ça, mais des trucs. Il y en a, il s'est tapé un lamago. Je fais douiller le petit raconte, il y a le groupe de sécurité de Bordeaux, qui est là, avec une passe magique. Je vais vous en parler un peu plus. En faisant ça, il me dit, voilà, là, je suis en train de me taper un lamago, et je le regarde comme ça, et je lui dis, vas-y, là. Et en fait, ça te fait quoi de faire ça? Ça, c'est une intro d'une passe magique. Et il fait ça comme ça, et là, il fait, ah ouais, et là, il se dit, ah, ok, je suis dur avec moi. Ah oui, j'ai besoin d'être plus gentil avec moi. Ok, d'accord, maintenant, il respire, et là, et voilà, et lui, zéro la tout va bien, la conscience, elle agit sur la matière. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent se passer qui sont quasi instantanées. Et en fait, l'invitation, c'est le voir, le savoir, merci les gars, d'écrire des livres comme ça absolument merveilleux,
le voir et le savoir, et le goûter, et le vivre, et s'ouvrir à la possibilité que si je change de conscience, je regarde les choses différemment, comme tout est information, ben je bouge ma matière. Ça me paraît pareil. Et il y a, j'ai relu un des livres de Carlos Castaneda. Donc, au début, ces livres ils sont illisibles, mais illisibles. Il essaye de rationaliser des trucs, il va les rationaliser. Et au fur et à mesure, il finit par comprendre ce qui se passe. Donc, au fur et à mesure, ah oui, ok, c'est ça, il commence à. Voilà, et à la fin, il est devenu clairement un avoile, et voilà, nous, on reçoit aujourd'hui ce qu'il a créé. Et donc, je relisais le livre, je ne sais plus, 4-5 dans la chronologie du livre. Et à la fin, il y a donc son enseignant qui lui dit, là, il y a une phrase qui m'a percutée, c'est un peu pour ça que je suis là. On y va. Une phrase qui m'a percutée, il dit, il est urgent que l'humanité connaisse l'existence du point d'assemblage. Ce qu'ils ont vu, les chamans des anciens, des artistes, quand ils sont en état de voir, dans un état de conscience modifié en fait, en état de conscience modifié, on perçoit l'énergie. En état de conscience ordinaire, on perçoit la matière. En état de conscience modifié, on perçoit autre chose que la matière. On perçoit aussi l'énergie. Et en état de conscience modifié, en état de rêve, comme il l'appelait dans le texte de Vincent, en état de rêve, il percevait que notre forme énergétique, quand il nous voit en état de voir, nous ne sommes pas que des êtres physiques, mais notre être énergétique, il nous voit comme des boules, en fait, des boules lumineuses, et qui est en interaction avec toutes les informations de l'univers, en fait. Et quand il le décrit, j'avais cette image, il y avait cet objet qui existait quand j'étais petite fille, une boule avec des trucs électroniques un peu comme des éclairs, et on met le doigt, et là où on met le doigt, il y a des éclairs qui viennent, on bouge le doigt. Voilà, quand il le décrit, ça ressemble un peu à ça, c'est une boule d'énergie, et qui est en interaction tout le temps avec toutes les informations de l'univers. C'est pas que l'information de ce qui est juste là, mais vraiment tout converge en fait. Et on est traversé d'informations. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que ces informations-là convergent à un point particulier à la surface de cette boule lumineuse, et elle est redistribuée dans la boule. Et que ce point-là, ils m'ont appelé le point d'assemblage, je dis, c'est ce point-là qui fait comment nous voyons le réel en fait. Donc c'est l'accord numéro 1, quand il parlerait dans les galeries. Ça c'est le premier accord. C'est-à-dire qu'il y a un point d'assemblage qui est là, et en fonction de où est le point d'assemblage, nous voyons le monde et le réel de telle ou telle manière. Et ce qui se passe, ce qu'ils disent, c'est que quand ils observent les tout petits enfants qui sont dus, comme on dit dans les galeries, les pures expressions d'amour, comme ça, ils voient que ce point d'assemblage, il est mouvant, il bouge, et voilà, il bouge comme ça. Et qu'au fur et à mesure que l'enfant se socialise, se domestique. Dans le galerie, il est clair, tu le dis, on est élevé comme un animal, on est domestiqué. Sois sage, sois gentil, c'est pas beau, t'es vilaine, patati et patata, et il faut travailler dans la vie, que je sais pas quoi, enfin voilà, on est domestiqué en fait. Voilà. Tu fais pas ce qui te plaît, c'est pas ça qui va rentrer l'argent, ce qu'il faut c'est rentrer l'argent. Donc toute cette domestication-là en fait. Et il dit, dans la domestication, quelle que soit la forme qu'elle prend, ce qu'ils ont vu, c'est que le point qui est mouvant chez le tout petit, à un moment donné, il est figé, ils disent qu'il est figé à une longueur de bras derrière les oreilles. Et là, il ne bouge plus. Et il dit, en fait, c'est ce qui fait et ils ont remarqué que ça concerne toute l'humanité. Il dit, toute l'humanité est d'accord pour voir le réel depuis ce qu'il perçoit avec le point d'assemblage à cet endroit. Ce qui fait bouger le point d'assemblage, mais c'est les plantes, on a trouvé qu'ils en ont bouffé des paquets, les plantes psychotropes, ça peut être aussi des maladies, des fortes fièvres, où on peut avoir des expériences de perception différentes de la conscience ordinaire. Ça peut être un choc, un accident, un choc affectif très intense, et ça peut faire bouger le point. Et ce que disent les enseignants de la tradition de la voile de Don Juan, c'est que, en fait, nous avons la quête de liberté de la lignée de Don Juan et de Castaneda, la quête, la recherche, le but en fait de tout cet apprentissage comme ça, c'est la liberté. Et c'est de dire, en fait, c'est-à-dire nous sommes des êtres domestiqués,
Nous avons appris à voir le monde de telle manière, de nous voir de telle manière, de voir les voisins de telle manière, et voilà, et le monde c'est comme ça. Et il y a un calendrier, on se bouffe et on ne sait même plus qu'on est déconnecté de la nature. Voilà. En fait, on a besoin de retrouver, c'est la liberté en fait, qu'on vient chercher. Et pour retrouver la liberté, eh bien, on a besoin de bouger de ce point d'assemblage. Et il y a plein de manières de bouger qui sont là, on n'est pas obligé de s'avaler des payotes au milieu du désert mexicain. Beaucoup plus simple. Parce que si on est en état de méditation, on bouge un peu. C'est-à-dire en état de conscience ordinaire, style, je vais passer ma journée au travail avec des collègues qui sont pas faciles, et moi tout à l'heure, machin, il y a un timing, il faut que je rende le dossier à l'heure. Ça nous met dans un truc, genre, ok, il y a un truc comme ça, et là, le point d'assemblage, il va être là. Et en fait, imaginons qu'on a donné notre accord sur une peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Voilà. Dans ce contexte-là que je viens de vous donner, il y a cet accord que j'ai passé suite à la domestication qui est j'ai peur de ne pas être à la hauteur du travail qu'on m'a demandé. Et le point d'assemblage, il est là, j'ai donné mon accord, et il bouge plus, il est là, en fait. Et en fait, c'est arriver à bouger légèrement le point d'assemblage dans le ok, je peux le faire, j'ai confiance, la vie me soutient. Et là, on va bouger le point d'assemblage, on va le mettre à côté. Et vivre la même chose, mais avec dans ce lieu de confiance et de foi. Et aussi, c'est pour ça qu'ils sont pensés de dire, de toute façon, je suis un voyageur de la conscience. De toute façon, ce que je suis en train de faire, c'est de créer mon monde personnel, mon rêve. Donc c'est ça qui est à la première place, c'est moi à la première place, moi et mon rêve. Donc j'ai décidé de vivre un rêve plus agréable aujourd'hui, qui est je fais confiance, tout va bien aller. Et là, tac, je bouge un tout petit peu mon point d'assemblage. Et ce qu'on fait en pratiquant l'intenségrité, en fait, il y a deux aspects dans cet enseignement. Il y a l'aspect, je récapitule ma vie. Et il y avait, jusqu'à Castaneda, et ses trois copines, il y avait une manière de récapituler sa vie, ils étaient intenses les gars, parce que c'était quand même des lignées, tu vois. Le but c'était de garder et de continuer à explorer une connaissance pour ne pas qu'elle meure et qu'elle existe. Donc en fait, ils dédiaient leur vie, c'était du 24-24 pendant des années. Et notamment, il y avait récapituler sa vie avec la respiration, c'est je revois toute ma vie. Et en respirant, j'inspire toute l'énergie que j'ai laissée dans les interactions sociales et je souffle tout ce qui ne m'appartient pas. Et je récapitule ma vie jusqu'à voir les schémas, jusqu'à voir les accords que j'ai passés, défaire les accords, retrouver de nouveaux accords. Donc il y avait cet aspect, récapituler la vie. Et l'autre aspect, c'est les passes magiques. Pour pouvoir bouger pour l'assemblage, voir de sa vie, etc., prendre du recul, changer d'accord, changer de tradition, on a besoin d'énergie. Et ce qui nous donne de l'énergie, en fait, c'est les passes magiques. Donc on va redéployer l'énergie. Ce qui nous fait perdre l'énergie, c'est le stress. Il dit le stress, l'impact du stress, c'est de l'énergie qui est à l'intérieur de nous et qui sert à vivre notre rêve et en même temps en bonne santé, ça c'est le naturel de l'humain, il va bien, il est en bonne santé. Et en fait, le stress en fait fait partir l'énergie de l'intérieur du corps vers la périphérie de ce qui finit comme les besoins. Et donc les passes magiques permettent de, que eux appellent redéployer l'énergie, c'est on ramène l'énergie. Et là, quand on a de l'énergie, on a de l'énergie pour tout faire, pour créer ce qu'on veut, pour se sentir comme on veut, pour être en bonne santé, et pour la conscience. Prendre des prises de conscience, souvent changer de conscience, ça demande de l'énergie en fait. Donc on s'aide avec les passes magiques pour récupérer l'énergie. Et le but de l'humanité, nous passons à la partie 3, chers amis. Tout ça, il y a un projet derrière. Donc on a vu qu'il fallait rendre la connaissance secrète, pour ne pas qu'elle meure. La connaissance qu'elle est, elle est celle-là, nous sommes des êtres de la nature. Et Perse, on ne comprend pas du tout. Enfin, nous, il y en a certainement qui comprennent quelque part, mais pas moi. Mais je les crois. On ne sait pas comment ils savaient, en fait, tous ces gens-là. Par exemple, comment à Carnac, en Bretagne, là, pas très loin de chez toi, comment ils faisaient pour bouger des mégalithes de 24 tonnes, et poser un mégalithe de 24 tonnes sur deux pierres comme ça, il y en a un qui est comme ça, et quand on regarde, il a fallu le poser par-dessus. Je ne sais pas trop comment, mais voilà, tout le monde regarde et on ne sait pas. Et pareil, chez les Incas, quand ils ont fait Machu Picchu pour des pierres de tant de tonnes dégrimpées là-haut, qui viennent d'une carrière de hyper loin là-bas, et elles sont assemblées, on ne peut même pas passer un filet de mer. Comment ils faisaient? Et plus c'est ancien, et plus c'est incroyable. Et voilà, tout le monde se dit comment ils savaient. Donc on ne sait pas.
Mais on savait faire. Sauf qu'on ne sait pas, mais à cette époque-là, on savait depuis la connaissance silencieuse. Et quand on est en silence à l'intérieur de soi, en fait, la connaissance, on la capte autrement que par cette pensée linéaire. On la capte de tout notre être. Et donc, on a besoin de... Donc, tout ce qui nous arrive aujourd'hui avec la méditation de la pleine conscience, le Reiki, toutes ces choses-là, en fait, nous aident à recréer du silence. Et en recréant du silence intérieur, la connaissance que nous avons à l'intérieur peut à nouveau se déployer et nous être à nouveau accessible. Et c'est ici, en fait, qu'on va la chercher. Et le projet, c'est celui-là. Donc tout ça, c'est pas moi, c'était prévu, et vous savez tout ça. Aux quatre coins de la planète, on a laissé des indications pour dire ok, c'est prévu, les humains, ils vont oublier. Mais c'est normal. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du voyage de la conscience de l'humanité. Quand j'ai rencontré ces informations-là, en fait, c'était un voyage au Mexique il y a 13 ans, 13-14 ans. Où je pars, en fait, à cette époque-là, j'ai démissionné de l'éducation nationale parce que je me suis dit, je ne peux pas valider ce qu'on fait, je me sens collabo d'une espèce de truc complètement dingue, c'est du possible. Donc je démissionne et je fais des réponses parce que j'étais hyper angoissée à l'époque. C'est genre, on part tous la tête dans le mur, on sera 2 minutes. On part tous la tête dans le mur, on fait n'importe quoi, ça n'avance pas, on dit qu'on va faire, mais finalement on ne fait pas, et voilà, et on va aller jusqu'où. Et ça m'angoissait. Et si je vais aller au Mexique, je veux des réponses. Donc voilà, et je me suis fait téléguider par la vie pour arriver à Palenque. Voilà, et à Palenque, j'ai rencontré des gens qui avaient des robes avec ça brodées, qui avaient la bannière de la paix qu'on a mise devant. Voilà, Palenque qui était là et qui voilà, quand j'ai vu ces gens-là, vous là, vous m'intéressez, racontez-moi, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, je les ai suivis pendant un certain temps et ce qu'ils faisaient, ils faisaient des cérémonies et à la fin de chaque cérémonie, il y avait un arc-en-ciel dans le ciel. Et ils m'ont expliqué qu'ils s'étaient donné rendez-vous là par le réseau internet, que la grande majorité d'entre eux avaient fait quelque temps auparavant une expérience avec José Argolès. Donc José Argolès, il avait étudié, le calendrier, tous ces trucs-là. Il a dit on va faire une expérience. Il avait fait appel au kin planétaire. Un kin, c'est, voilà, là on a 260 kin. Un kin, c'est entre un des 20 glyphes et une des 13 tonalités, ça donne un kin. Appel au kin planétaire, vivre une expérience, on va tenter quelque chose, ceux qui êtes d'accord, venez avec moi. Et donc il y en a, de 4 coins de la planète, il y en a qui sont venus, et ils sont restés plusieurs semaines ensemble, vivre un cycle particulier. Et au final, à la fin, ce qu'ils ont fait, c'était des arcs-en-ciel. On fait des cérémonies, des méditations en fait. Des méditations, on imagine ceci, on imagine cela, et on ouvre les yeux en bas, et là, il y a l'arc-en-ciel. Et lui, pour lui, c'était la validation de tout ce qu'il pressentait en fait, de ce qu'il comprenait. Et quand c'est physique, et qu'il dit, ok, il y a l'arc-en-ciel, ok, ça marche, c'est ça. Et donc, quand j'ai rencontré ces gens, ça peut être quelques années après cette expérience avec José, et en fait, il faisait des cérémonies hyper simples sur ces lieux-là en disant ce sont des points d'acupuncture sur la planète. Il maintient un équilibre énergétique, sauf que maintenant c'est du tourisme, alors tout le monde vient, on met de l'argent, on se balade, on prend des photos, on se prend en photo devant la pyramide là, comme ça, machin, et il y a une information qui se perd en fait. Et ces lieux-là ne sont plus actifs comme ils le devraient être. Et donc en fait ils étaient là, ils donnaient rendez-vous, ils faisaient une cérémonie, très simple, alors là vraiment je voulais la faire plus simple, mais dans sa simplicité incroyable, c'est qu'on était là, alors moi je le suivais, ok, on fait ça, l'énergie, tu la captes, tu la mets dans la terre, d'accord, on fait ça, ok, ça, je suis confiance, ça m'a mis bien, tout va bien. Et puis à la fin, ok c'est fait, d'accord, ouvrons les yeux, paf, un arc-en-ciel. Et voilà, je les ai suivis, je sais plus, 2-3 semaines. À chaque fois, systématiquement, on ouvrait les yeux et il y avait un arc-en-ciel. Toi aussi? Je fais ça avec le soleil. Ok. Mon copine. Avec le soleil, je demande et ça vient. Ok. C'est toi qui as fait oui. aujourd'hui? Oui. Ah, merci. Ce matin, il n'est pas beau, il y avait la moitié noire, l'autre moitié soleil. Oui. Ok. Je le fais, mais ça ne dure pas. Hein. Je demande, ça vient et ça disparaît aussitôt. Mais ça me répond comme ça, comme tu dis, comme un clochard. Mais elle est partout. D'accord. Mais je le demande comme ça, naturellement. Ok. Bon, c'est magnifique. Bah, mais ici, on a un lieu prédisposé aussi. Sûrement. Ici, quand même, avec la mer, avec tout ça.
C'est assez fabuleux. Et là, on a deux prédisposés aussi, c'est celui-là. Oui. C'est-à-dire le même projet arc-en-ciel du soleil, Oui. c'est de se dire, ok, on a vu ça le soleil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est une pomme, donc. C'est un arc-en-ciel autour de la Terre. Autour de la Terre. Et maintenant, le projet, c'est de se dire, ok, on sait faire pousser les arcs-en-ciel, comme ça, tac, tac, tac. On peut aussi faire pousser les nuages, faire pousser les arcs-en-ciel. Et maintenant, on va faire ça. Parce que ça va permettre d'unifier. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, voilà, c'est le projet planétaire de l'humanité. Ok, c'est très simple. On retrouve cette conscience-là, et en fait, on réapprend à fonctionner de manière unifiée. Unifiée et tous ensemble. Et quand je suis arrivée avec ma question angoissée, quand j'ai rencontré ces semeurs d'arc-en-ciel, où j'étais là, genre, la planète va mourir, on fait des déchets partout, on éduque nos enfants n'importe comment, mon Dieu, et les guerres et tout ça. Ils ont dit, ouais, mais ça fait partie du jeu. Mais ça n'a qu'un temps. C'est la fin de ça. C'est un cycle d'expérimentation. Et ce qu'il y avait de comme prévu, c'est presque inimaginable, mais quand ça l'est finalement, c'est de se dire, même l'arrivée des Espagnols, le génocide culturel, de ceci, de cela, etc., pas sa place. Parce que pour pouvoir faire ça, on a besoin que toute l'humanité soit unifiée, une humanité. Et donc on a besoin qu'il y ait, oui, une culture dominante qui a écrasé la gueule des autres, oui, que tout le monde soit en réseau et qu'on soit au courant de ce qui se passe à l'autre bout de la Terre, tout a sa place en fait, et tout participe à ça. Maintenant c'est ok, c'est fait, on a créé le grand réseau social de la culture dominante sur la planète, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où, c'est pour ça qu'on lève les armées, les artistes, on lève les artistes. José, quand il a retrouvé tout ça, il a aussi, donc il a exploré, il a fait des recoupements, énormément de choses bien sûr, et il a retrouvé les écrits de Teilhard de Chardin, le scientifique jésuite de la première moitié du XXe siècle. Et Teilhard de Chardin, alors moi je trouvais ça rigolo parce que j'avais lu peu de temps avant de partir au Mexique le livre de Teilhard de Chardin qui s'appelle L'avenir de l'homme. Et au final, c'est le même. Dans tout ça, il y a une chose, la seule chose au niveau évolutif pour la planète que je peux envisager, c'est un saut dans la conscience humaine. Un saut dans la conscience humaine. Voilà, le reste c'est fait. C'est ça l'étape suivante, c'est un saut dans la conscience humaine. Et il a créé le mot noosphère en disant c'est le mental unifié des humains. Et que le mental humain a un impact sur la Terre. Et c'est vers ça que nous allons si tout va bien. C'est créer ce mental unifié. Et en fait, c'était une autre manière de dire de tous les enseignements de Toltec, etc. Ce que tu disais tout à l'heure, ma comparaison, c'est l'histoire de lever les pierres et tout ça. Il ne levait pas les pierres. Avec une force mentale, il devait arriver à soulever ça et à faire tout ça. Avec la même chose que tu attires l'arc-en-ciel. Tu demandes et ça vient. Bah ouais, parce que tout est électronique. Non, c'est par la pensée seulement. Tu demandes et la pensée fait. Voilà. Mais c'est ça parce que la pensée. Oui, la pensée et la parole. Attends, moi, par contre, c'est la parole aussi. Ça se manifeste mieux avec la parole. Et si j'ai besoin de quelque chose, je demande. Si j'ai besoin, j'aide tout de suite. Mais bien sûr, il faut que ça soit que j'ai besoin. Si je demande une Mercedes, ça c'est pas la peine, je ne vais pas la conduire, tu vois. Mais si je demande quelque chose, ça va me proposer ce dont j'ai besoin tout le temps. Mais avec la parole, je trouve que je prends mieux forme avec la parole. Mais je pense qu'à l'époque, ils ne devaient pas porter tout ça, c'est pas possible. Ils devaient le faire comme t'attires l'arc-en-ciel, ou t'attires le soleil, ou t'attires ce que tu veux. C'est magnétique, je ne sais pas, mais il y a une très très forte puissance de ce magnétisme. Parce qu'ils savaient travailler tout ce qui est. On ne connaît pas bien. Puisqu'en réalité, on a dit tout ce qui est matière, c'est pas matière, c'est énergie. Oui, c'est ça. Ils travaillaient avec la pure énergie, donc ils avaient par l'énergie, c'était pas une pierre, c'était de l'énergie. Oui, c'est ça, je pense que c'est comme ça. Ça se mettait, la matière se formait en dur, si tu veux, comme on fait une chaise, ou comme on fait du bois. Je pense que c'était ça à l'époque.
Et là, ce que nous avons à faire pour retrouver ça, Donc on y revienne. c'est-à-dire, c'est de changer d'accord. C'est-à-dire que là, on a fait un assemblage vissé sur toutes les matières et c'est impossible. C'est pas possible. À le bouger sur toute énergie, toute information, et c'est possible. Et s'il n'y a pas de frein à c'est possible, si c'est possible, comme toi avec ton soleil, genre tu ne te poses pas la question, c'est clair pour toi, voilà, comme ces gens avec les arcs-en-ciel, c'est possible. Je n'ai aucun accord avec le c'est pas possible, et donc, voilà, c'est. Ben, on appelle ça vulgairement maintenant le lâcher prise, mais c'est difficile à expliquer, c'est bien mieux expliqué sous cette forme. Parce que cette forme-là, elle est pragmatique. Elle est pragmatique et réaliste. Là, et réaliste et réalisée. Ouais. Par rapport, quand on dit lâcher prise, mais pour les gens c'est assez vague. On emploie ça facilement maintenant, mais on ne sait pas trop. On dit pas ce que je m'en moque ou comme ça pour lâcher prise, alors que c'est pas ça du tout. C'est plus. Là, c'est clair. physique. Et là, on a des outils. Ok, je suis un calendrier qui va me réharmoniser la tête, qui va me remettre en voyageur, voyageuse, artiste de la conscience. Ok, alors aujourd'hui, on est quel jour? Je vais vous raconter une anecdote. Magicien harmonique, Kin 174. Le chien blanc, c'est le cœur, c'est l'archétype du cœur, la relation. Elle est dans le cœur, elle transcende. Je m'aime, j'aime les autres et j'ai des bonnes relations harmonieuses avec les uns et les autres. Ça, c'est l'énergie que porte le chien blanc. Donc là, on est en tonalité 1. C'est-à-dire, on ouvre un cycle de 13 jours. Voilà, la barre c'est 5, juste pour vous le dire, pour que ça fasse quelque chose pour vous. 1, 2, 3, là. Ça c'est le cycle du chien blanc. 13 jours pour guérir le cœur, découvrir le cœur, aimer. En fait, le but de ces 13 jours-là, c'est aimer. Le pouvoir du cœur, aimer. La fameuse tuerie de Charlie Hebdo a eu lieu depuis 174 en magicien harmonique. C'était calculé, la date aussi, le 11. D'accord. Et en gros, avec simplement le Tzolk'in, ce calendrier sacré, cette date-là dit, ok, on est dans l'ombre enchantée du chien, le but c'est aimer. Et en tant que magicien harmonique, si on regarde ça, on décode et on dit, ok, il y a l'opportunité de semer une graine pour renforcer l'amour. Et donc, avec cette information-là, c'est nous, voilà, qu'est-ce que je fais? Alors moi, je décide de répondre à ça. Alors là, c'est clairement, ok, sème une graine pour renforcer l'amour. Sauf que tu regardes la date, là, c'est juin 170. La date, elle est là. Elle est donnée à la date grégorienne, donc là, qui dit, là, on est à la 6e lune de l'année machin, et on est en jour, on est là. Je vous raconterai après. Mais la date, elle est là. Elle dit tel jour, on est telle énergie. À chaque fois, tous les jours. Aujourd'hui, on est graine lunaire de l'onde enchantée de la nuit. Alors on est là. Depuis, il s'est passé quelques jours. L'onde enchantée de la nuit, on est ici. Et là, on est le 2e jour. Et en gros, ce que ça dit, c'est 13 jours pour rêver. Et rêver au plus haut. Suivre notre intuition et contacter le pouvoir de l'abondance, comme ce que tu dis. Dans cet article-là, c'est ça. La nuit, ça correspond à la nuit là-bas? C'est ça. Celle-là, Voilà, c'est ça. Cette nuit-là. Je vais faire la relation. Ouais. En fait, j'ai mis les 20 glyphes avec leurs numéros, donc ils sont en suivant, et on descend en 13. Voilà. Donc l'archétype de la nuit, les mots-clés de la nuit, c'est le rêve, rêver, l'intuition et l'abondance. Donc ça veut dire 13 jours pour ça. Et aujourd'hui, on est en jour 2, la même, donc on est là, graine lunaire. Aujourd'hui, c'est quels obstacles je peux rencontrer par rapport à rêver au plus haut, à l'écoute de mon intuition et vivre l'abondance sur tous les plans de ma vie. En gros, c'est ça les 13 jours, on va développer ça. Quels obstacles je peux rencontrer? Et donc, les obstacles, on va les rencontrer avec la graine, c'est-à-dire aujourd'hui. Ça peut être un manque de confiance en soi, un manque de confiance en la vie, et le pouvoir ou avoir une difficulté à poser qu'est-ce que je vise en fait. Parce qu'il y a le mot viser, un mot clé de la graine, c'est viser. Aujourd'hui,
le poème du jour, c'est « Je vise afin... » Alors là, je vise afin de... Là, ça y est, j'ai sorti du fait. Non, c'est la ligne. Excusez-moi, c'est la polarité. Je polarise afin de viser. En stabilisant la conscience, je scelle l'entrée de la floraison. Avec la tonalité lunaire du défi, je suis guidée par le pouvoir de l'intelligence. Parce que le guide du jour, c'est bien le pouvoir de l'intelligence. Voilà, ça c'est l'énergie du jour. Je laisse partir mes rêves au plus haut, et qu'est-ce qui peut bloquer ça? Eh bien, c'est une difficulté c'est selon ce qu'on vise en fait. Je vise quoi et j'aurai foi en fonction de quel accord. Et la confiance de la floraison, de croître, confiance en soi, confiance en la vie qui soutient en fait. La vie elle soutient, elle soutient. Donc mon Miguel Ruiz il le dit à chaque fois, la vie elle vous veut juste heureux quoi. Pourquoi vous prenez toujours 13 jours à chaque fois? 13 lunes. 13 lunes. 13, ah oui. 13 lunes, 13 jours, c'est les 13 polarités. C'est un cycle comme un cycle. Ouais. Et les cases vertes, ça correspond à quoi? Alors les cases vertes, alors là c'est pas difficile parce que j'aurais du mal à... C'est gagné. Ils appellent jour de portail d'activation galactique. Et en même temps, je ne saurais pas vous le dire. Un jour, je saurais vous le dire. Là, j'étais au fin fond du Pérou en train de me faire expliquer ça. Donc j'écoute effectivement, et je prends des notes, et je traduis en français, et voilà. Et on m'explique ça. Et quand on m'a expliqué le Tzolk'in, on m'a raconté un truc par rapport à l'ADN et au corps de lumière. Et on m'explique le truc, neurona, point d'activation, ADN, corps de lumière. Et là, à l'intérieur de moi, j'ai senti un truc qui faisait... Et genre, waouh, Eureka. Mais le Eureka, il est là, mais il n'est jamais allé là, quoi. Donc je ne peux pas vous le dire. En même temps, pour une symétrie, quand on regarde les feuilles, ça fait l'homme, les bras en l'air, le ventre. Il y en a, il voit la ligne ici. Et aussi voilà, ouvert au cosmos. Est-ce que c'est un portail énergétique qui s'ouvre et qui se referme tout au long de l'année Alors ça, c'est tout qu'à nous dire. En explorant ça, c'est voir quelle correspondance vous voyez avec le développement de l'activation. En fait, c'est chacun qui s'intègre ça avec ce qu'il aime, ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse, ce qu'il cherche, qui lui va bien. Voilà. Moi, je sais qu'il y a énormément de gens qui m'envoient tout un tas d'infos en disant « Ah, ça doit t'intéresser, j'ai trouvé ça, etc. » Et là, ça me fait « Non, on ne voyait plus d'infos. Moi, j'ai ça, la sensibilité, juste le reiki, histoire de « Oh tiens, on va se détendre, on va nettoyer un peu tranquille, voilà, tout comme ça. » Mon nettoyage de tonal, ça pourrait servir à ça, comme dirait Don Juan. Moi, je nettoie mon tonal, parce qu'ils disent on a besoin des deux, en fait. On a besoin d'un tonal équilibré, donc vivre bien dans le monde de la matière, et la perception du nagual, en fait. Pour être pleinement entier, on a besoin des deux. Et en fait, on peut se dire qu'il y a plein d'asiles psychiatriques qui sont remplis de gens qui sont vraiment une ouverture avec le monde du nagual à fond, mais il n'y a pas un tonal stable, solide, quelque chose de là suffisamment structurant, suffisamment d'amour qui a structuré suffisamment quelque chose pour que tout ce qu'ils perçoivent là puisse se mélanger avec le monde du tonal de manière équilibrée, quoi. Mais c'est un travail de chaque jour quand même. C'est à chaque instant. Ne pas oublier, ne pas s'oublier à chaque instant. Alors pour ça, je m'en fous un peu des médias, c'est-à-dire pas de télé, pas de ci, pas de là, ça aide aussi. Aussi. Enfin, chacun fait... Oui, non, mais je dis, c'est souvent revenir à soi par rapport à tout ce qu'on reçoit de l'extérieur. Et le projet de la sensibilité, c'est quand Don Juan a dit il est urgent que l'humanité soit au courant de l'existence du point d'assemblage, ou des accords, etc. C'est que José, il le dessine comme ça, le projet, c'est
ok, conscience unifiée, on s'unifie tous ensemble, on redevient tous des voyageurs de la conscience. Ça nous aide à faire le voyage de la conscience, de suivre ça au quotidien. Quand je regarde, je me dis, waouh, ok, aujourd'hui je suis là, ah bah oui, là je trouve, ok, vas-y. Aujourd'hui, truc bidule, ah bah vas-y, ok, j'y vais. Ok, ça peut être plein de choses comme ça. Et puis surtout, avec les autres. Vraiment, une copine au téléphone, genre, ah, malheur. Aujourd'hui, truc bidule, machin. Ah, non, d'accord. Donc, tac, c'est tout de suite, on est les voyageurs de la conscience. Donc, voilà, tout est une aventure, tout est une opportunité de comment je réponds. Et donc, comment je réponds, depuis où dans mon point d'assemblage. Et donc, Juan me disait, donc ça c'est pragmatique. On est assez, quand on pratique les passes magiques, on bouge le point d'assemblage. On bouge le point d'assemblage et on a accès au silence intérieur, et donc à la connaissance silencieuse. Et ce qui est extraordinaire quand on fait un travail, un séminaire de tenségrité, par exemple, des rencontres, c'est que par exemple, on va aller traquer, c'est-à-dire on va visiter un épisode de la vie qui s'est mal passé. J'ai eu ma belle-sœur au téléphone, et quand on s'est rapproché, elle m'a dit oui, j'en ai trop marre, à chaque fois c'est toujours pareil avec toi, clac, elle m'a rapproché, et moi j'ai rien compris de ce qui m'est arrivé, sauf que j'avais le cœur chaviré, et je suis encore comme ça en y repensant, et pourquoi, et je suis triste, etc. Ok, passe magique. Passe magique, hop, je descends, et là, la passe magique me donne accès à mon corps d'énergie en fait. Et le corps d'énergie, il est intact. Il n'a pas d'histoire personnelle, lui. Lui, il sait, il voit, c'est la connaissance silencieuse. Donc, je me mets en contact avec mon corps d'énergie, hop, et je vais revisiter la scène. Et là, je peux percevoir que, par exemple, ma belle-sœur, ce jour-là, elle n'allait pas bien parce qu'elle était très inquiète de quelque chose, etc. Et qu'au final, quand moi j'ai dit ça, et donc, on peut faire une passe magique pour aller encore plus en profondeur. Et en fait, on se rend compte, en faisant ces pratiques-là, qu'à chaque instant, on a accès à toutes les informations de l'univers, mais on n'en perd pas une miette, sauf qu'on fait le tri, bien évidemment. Mais on a la possibilité de retrouver tout ce que consciemment on a laissé de côté, en fait, c'est trop. Si vous plaît, cette passe magique, elle consiste en quoi? Derrière les passes magiques, les passes magiques, les chamans toltèques du Mexique ancien disaient qu'ils trouvaient ces passes en état de rêve, c'est-à-dire déjà en état de conscience non ordinaire. Et il les rencontrait. Et en fait, ce sont certains mouvements où ils se rendaient compte qu'en pratiquant tel mouvement, ou tel enchaînement de mouvements, etc., ils avaient accès à un type de conscience où ils pouvaient trouver la voie pour créer le silence intérieur, redéployer l'énergie, dans les zones du corps. Il y a aussi, c'est une science en fait. C'est une science de comment le corps fonctionne, le corps physique et le corps énergétique, comment ça fonctionne, et qu'est-ce que la conscience. Et en pratiquant certains mouvements, en fait, il y a toujours une intention derrière le mouvement. Donc c'est un mouvement sensible. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est 4 représentants du groupe de pratique de tenségrité de Bordeaux. Ça s'appelle comment? Tenségrité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Carlos Castaneda a rencontré ce mot-là qui a été créé par un architecte qui s'appelle Buckminster Fuller. Et je crois qu'il a à l'origine des zones qui commencent à fleurir un peu. Et il disait, j'observe dans la nature que tout est en intégrité et en tension. Et que les choses, quand il y a quelque chose qui bouge, il y a toute la structure qui bouge, et en même temps qui revient à sa forme initiale. Il observait ça dans la nature. Et il a transposé ça à l'architecture. Alors on met les structures en tension, en fait, et chaque élément de la structure participe à la cohérence de l'ensemble. Et quand il a vu ça, Carlos, il s'est dit, mais en fait, ça c'est transposable à nous, en fait. Et c'est finalement ce que m'a permis Don Juan, en enseignant toutes ces passes magiques, c'est qu'il dit, voilà, on a une domestication. Et par exemple, je vais mettre mon point d'assemblage sur je suis moche et je prends des propositions super tactiques. Je suis moche, je suis pas très intelligente et je ne sais pas dessiner. Voilà, ça
y est, c'est posé. CP, CE1, CE2, ça y est, c'était affirmé, l'accord était intégré. Tout va bien. Et en fait, à chaque fois, et finalement, je vais construire ma structure avec cet accord-là, en fait. Et je vais construire la structure, et à un moment donné, physiquement, je vais avoir l'air d'être comme ça, mais pas tant. Peut-être que si, voilà, physiquement, ben, quand on dit quelqu'un en bonne santé, quelqu'un de rayonnant, physiquement, ça se voit avec les années, les accords qu'on a pu passer. Si vraiment j'intègre, quand je regarde les photos quand j'ai 20 ans, je regarde les photos quand j'en ai 47, ça m'a fait, ok, j'ai lâché des accords. Encore à 20 ans, j'étais persuadée un livre fini. Quand on est sur les photos et que je me tiens comme ça, toute recroquevillée, excusez-moi d'exister, ne regardez pas, j'essaie de me cacher, comme ça. Je dis, on va très rayonnant, ta fille. Elle a lâché des accords, à 40 ans, ça va bien mieux. On les voit, ces accords-là. Et en fait, ce que disait Castaneda, c'est Don Juan m'a permis, c'est comme, on subit un choc, une pression de la domestication qui va nous faire. Voilà, ben moi, voilà, je vais me mimer à 20 ans comment je me sentais à l'intérieur, un peu comme ça. Voilà, c'est comme ça, et pardon. J'ai peur de vous, voilà, il y avait ça. J'ai peur de vous, mais regardez pas trop. Ça, c'est moi maintenant. Et en fait, ça s'est figé. Et en lâchant des accords, en bougeant point d'assemblage, je reprends des accords, comme ça. Et en fait, à chaque personne qui va. J'ai rencontré plein de gens qui me disaient que j'étais moche à 20 ans. Il y avait des gens, ils s'arrêtaient dans la rue, ils disaient, ah, mais non, qu'est-ce que t'es moche, ça? Non, on ne me le dit plus. Il n'existe plus, d'accord. On me dit, ah, t'es belle, t'es rayonnante, ça te va bien, là, tu sais pas ton âge, tu es du machin. On me dit plus, on ne sera plus en train de me dire que je suis moche. On change d'accord. Et en fait, il a dit, Don Juan, Castaneda lui dit que Don Juan lui a redonné sa structure de tensibilité. C'est-à-dire que moi, je m'étais figée dans la structure de la moche, j'avais figé mon point d'assemblage sur moche. Au final, je dégageais ça, j'envoyais ça comme information et on m'envoyait. C'était ma manière de communiquer avec le monde. Une des manières, il n'y avait pas que ça dans le monde, heureusement. Mais c'était fort quand même. Donc il y avait ça, et voilà. Et en défaisant les accords, en fait, il dit ça redonne la structure de tensibilité. C'est-à-dire que maintenant que j'ai défait ces accords-là, j'ai repris ma forme. Ça va continuer, hein. Jusqu'où on peut aller comme ça, hein. Peut-être qu'après je vais faire voler les menhirs. On verra bien, bref. En attendant, il y a d'autres choses à faire, ouais, sur mon domaine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, s'il y a quelqu'un qui me dit je suis moche, moi, ça peut faire un truc genre ah bon, un truc genre ah ouais, moi, c'est comme ça, mais clac. En fait, je reprends ma structure initiale. Ça ne vient plus me figer. J'ai repris ma souplesse. Et ça sert à ça, en fait. Ce que disait Castaneda, c'est récapituler sa vie, pratiquer les passes magiques, etc. Ça m'a redonné ma structure, ça m'a réinfusé dans ma structure de tensibilité. La vie, il peut se passer quoi que ce soit. Je vais me faire cogner d'une manière ou d'une autre. Il va se passer un événement qui va bouger ma structure, choquer, bouger, déstabiliser, perdre d'équilibre, par exemple. Hop, ça va me faire un peu l'équilibre, ok, je perds l'équilibre, mais clac, j'ai la capacité de reprendre, ok, c'est ma structure d'insécurité, le choc passé, je reprends ma structure de tensibilité. On dit ça sert à ça aussi. Donc oui, ça participe à la liberté, ça participe à plein de choses. Et ça a un impact sur la conscience. C'est-à-dire, là, vraiment, par exemple, dans les milliers de choses merveilleuses qui existent aujourd'hui, nous avons aussi la somatopsychologie qui dit ok, tu te sens mal, tu es déprimé dans ta vie, nanani, nanana, remets quelque chose dans ton corps, bouge tes trucs, mets-toi tes épaules droites, fais quelque chose comme ça et tu vas retrouver la stabilité. Travaille sur les mouvements avant-arrière et peut-être qu'à un moment donné, tu auras à nouveau l'élan pour avancer dans ta vie. Parce que ce que tu vas faire avec ton corps va avoir un impact sur ton psychique. Donc il y a tout ça qui joue encore. Alors ce point d'ancrage, il se fige fatalement. Oui, ça fait partie de la condition de l'humanité aujourd'hui. Il n'y a pas une façon de faire avec les enfants qui ferait qu'ils ne se figent jamais. Absolument. C'est qu'ils restent libres de leur perception, de leur choix, de bouger là où ils ont envie, ça c'est sûr. Ça demande que l'école change. Évident. Et ça demande que nous, les adultes, nous retrouvons ça en nous et à garder ça pour l'accompagnement que nous avons avec eux. Donc, à ne pas vouloir, à être bien sûr présent pour les guider, les accompagner, etc. Mais à éviter, on n'évite pas de domestiquer, on n'évite pas, mais par contre,
on s'accompagne les uns les autres pour pouvoir, en tout cas, avoir la conscience qu'on peut changer nos accords. Parce que si on dit ça à nos enfants, parce que là, le monde, c'est tellement vaste, on est en interaction tout le temps, il se passe des trucs tout le temps, quelqu'un qui nous parle mal, qui se vexe pour je sais pas quoi. On est tous avec nos blessures, nos trucs, nos machins, et on baigne là-dedans tout le temps. En plus, voilà, quand on rentre dans le monde de l'énergie, là, la grand-mère japonaise qui vient de foutre une grosse torgnole à sa petite fille, l'énergie, elle est là. Elle est là dans, soudain, je vais m'agacer sur... ah genre, mais maintenant ça suffit, on raisonne tous, enfin, voilà, dans un bain, ça c'est clairement l'atmosphère. On est plutôt de rien, on est avec tout le temps. Avec tout le temps. Et le projet, c'est que ce point d'assemblage qui est figé là, le projet, dessiné sur l'horizon des choses, comme on essaie d'appenser comme ça, c'est qu'ils descendent et ils remontent dans le cœur. Ils descendent à la terre, à l'intérieur, ils glissent, c'est ça? Et on en parlait. Ce qui fait qu'après, tout ce qu'on perçoit, c'est de l'image, pas comme l'image, au milieu de l'image. Genre. Oui. Et là, c'est nous, puisqu'on a déjà le roi autour qui a déjà arc-en-ciel. On l'a déjà, mais c'est à nous de retrouver. C'est déjà. Parce que nous, au milieu, avec le roi, il faut descendre à la terre. Il faut revenir à la terre. La prise de terre. Et les deux séparats. On a des films. Ouais. Oui, c'est intéressant de pouvoir le faire sur les lunes et tout. C'est l'heure. Et alors en conclusion, est-ce que je vous fais la conclusion qu'elle est prévue, la conclusion? Ah, si, je vais raconter un truc, je l'ai fait la semaine dernière. L'année dernière, j'étais à un stage avec une amie. Elle vient des États-Unis et elle nous a raconté que c'était un stage danse et chamanisme. Et elle nous a raconté que maintenant, aux États-Unis, dans les universités, on a établi un nouveau... Il y a les désordres d'attention, les ordres hyperactifs, voilà, on met des étiquettes comme ça sur les désordres. C'est moi, les enfants, qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à être présents dans le corps, qui sont plus trop dans le corps. Si les parents, les profs, les enseignants se mettent à prescrire l'attention de l'attention, à un moment donné, c'est un peu mieux, mais bon, en attendant, chacun sa méthode. Et en fait, ils ont établi, il y a un nouveau désordre qui est arrivé, qui s'enseigne dans les universités, et qui est le désordre de déficit de nature. Et c'est dans le domaine de l'éco-psychologie. Ils ont dit, nous les humains, nous avons tous, plus ou moins, un désordre de déficit de nature. Et ce qui fait qu'on est souvent hautement en stress, on peut avoir des maladies, voilà, des choses comme ça, et qu'il y a la nécessité de revenir à la nature pour retrouver notre équilibre. Voilà. Maintenant, ça s'appelle une affaire. Tu disais, c'est Pierre Rabhi, il lâche un peu, il n'arrive pas à... Il n'a pas voulu lutter contre toutes les politiques, là, il a pas... Il fait son chemin à côté. Ouais. Et il pose ses petites graines. Et nous posons tous nos petites graines. Et j'avais envie de, pour clôturer cette conférence, de vous lire la fin du passage des 5 accords Toltec. Dans toutes les bonnes librairies. Est-ce que vous êtes d'accord pour vivre cette expérience comme s'offrir un cadeau? Est-ce que ça vous dirait que ça soit bien? On est dans on se pose dans le bassin, dans la chaise, on lâche les épaules, pas de soucis. C'est d'accord, tout va bien, il fait beau. Et l'invitation qu'on va partager avec vous, c'est fermer les yeux. Vous vous sentez pleinement les enfants de cette terre.
Et là, tous ensemble, on est un fractal de l'humanité. Vous appelez tout ce qui vous fait plaisir, avec lequel vous êtes en résonance. Ça peut être vos ancêtres, ça peut être les grands enseignants du monde, les gens gardiens pour certains, qui vous voulez, et sentir la bénédiction. Et c'est Don Miguel Ruiz, porte-parole de la lignée Toltec, qui nous invite et qui dit « Aidez-moi à changer le monde ». C'est en vous aimant que vous changerez le monde, en profitant de la vie et en faisant un rêve de paradis de votre monde personnel. Et si je vous demande votre aide, c'est parce que vous êtes le seul à pouvoir changer votre monde à vous. Dès que vous changez le message que vous vous adressez à vous-même, vous êtes plus heureux. Et de ce fait, les gens qui vous entourent en profitent également. Vos efforts bénéficieront donc à tout le monde, car votre joie, votre bonheur et votre paradis seront contagieux. Si vous êtes heureux, votre entourage le sera aussi, et les gens commenceront aussi à avoir envie de changer leur propre monde. Aidez-moi à changer le monde est une invitation à être authentique et libre. Ouvrez votre cœur pour recevoir ce nouvel accord. Je ne vous demande pas d'essayer de changer le monde. N'essayez pas. Faites-le, tout simplement. Passez à l'action dès aujourd'hui. L'héritage que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants peut être magnifique. Nous pouvons transformer toute notre façon de penser et leur montrer que nous sommes en amour avec la vie. Nous pouvons vivre dans un paradis personnel qui nous suivra où que nous allions. Il n'est pas vrai qu'on vient sur cette planète pour souffrir. Cette magnifique planète Terre n'est pas une vallée de larmes. Notre nouvelle manière de penser peut se substituer à tous ces mensonges et nous donner accès à une merveilleuse façon de vivre notre vie. Où que j'aille, j'entends des gens dire que nous venons sur Terre avec une mission, que nous avons quelque chose à faire dans la vie, quelque chose à transcender. De quoi s'agit-il? Je n'en sais rien. Je crois effectivement que nous venons ici-bas avec une mission, mais elle ne consiste pas vraiment à transcender quoi que ce soit. La mission que vous avez, qui est la même pour chacun d'entre nous, est d'être heureux. La façon d'y parvenir peut passer par les millions de manières différentes dont vous pouvez faire ce que vous aimez. Mais la mission de votre vie consiste à savourer le moindre moment de votre existence. Nous savons tous que tôt ou tard, notre corps physique n'existera plus. Nous n'avons tous que quelques levées de soleil, quelques couchers de soleil et quelques pleines lunes à savourer. C'est maintenant qu'il nous est donné d'être vivants, d'être pleinement présents, de nous apprécier à la fois nous-mêmes et les uns les autres. Bien que chacun doive commencer par soi-même, le but est de transformer toute l'humanité, et pas seulement notre monde à nous. Mais comment parvenir à changer toute l'humanité si l'on ne commence pas tout d'abord par soi-même? Bien sûr, il n'est pas facile de séparer les deux, puisqu'en réalité, il nous faut travailler sur les deux plans à la fois. Alors, faisons en sorte de changer le monde. Remportons cette guerre qui se livre dans notre tête et transformons le monde. Combien de temps faudra-t-il avant que le monde entier ait changé? 2, 3 ou 4 générations? En vérité, peu importe le temps que ça prendra. Nous ne sommes pas pressés. Mais nous n'avons pas non plus de temps à perdre. Aidez-moi à changer le monde.